Je m'appelle James Harris. Lorsque les événements décrits ci-dessus se sont produits, j'avais 52 ans. J'étais marié à la femme que j'aimais. Nous avions 2 enfants adultes que nous élevions bien, et j'avais une carrière bien rémunérée qui me plaisait. Je tenais le monde par la queue et tout était merveilleux, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Tout a commencé un mardi soir. Ce soir-là, je travaillais tard, mais pas au point d'inquiéter ma femme. Après la fin de l'heure de pointe, je suis rentré chez moi. C'était un mardi soir comme les autres. Nous avions convenu que j'irais chercher de la nourriture chinoise sur le chemin du retour, et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis garé dans le garage, j'ai appuyé sur la télécommande pour fermer la porte, j'ai pris ma mallette et la nourriture, et je suis entré. J'avais l'impression d'être un chasseur puissant venant à la grotte pour nourrir sa compagne affamée, ou du moins ce qui passe pour tel dans l'Amérique du XXIe siècle. Presque immédiatement, j'ai vu que la voiture de ma femme n'était pas à son emplacement habituel, mais j'ai décidé qu'elle avait dû sortir pour faire quelques courses de dernière minute et j'ai supposé qu'elle reviendrait bientôt. J'ai laissé la nourriture couverte sur la table de la cuisine, en essayant de la garder au chaud, sachant que si elle était retardée, nous pourrions toujours la réchauffer au micro-ondes. J'ai marché dans le couloir jusqu'à la porte d'entrée, j'ai tourné dans l'escalier et je me suis dirigé vers notre chambre pour me changer et mettre quelque chose de plus confortable. C'était ma routine habituelle en semaine, rentrer à la maison, me mettre à l'aise et manger. 10 minutes plus tard, je descendais les escaliers et j'ai crié, « Marie, tu es là. » Silence. Je me suis demandé où elle avait pu aller. Elle a peut-être laissé un mot. Je n'étais pas encore trop inquiet, mais j'étais au moins intrigué. Je suis allé dans le salon et j'ai remarqué un mot sur la table basse. Ce n'était pas le genre de mot que j'attendais, mais c'en était un que je n'aurais jamais pu imaginer. Il disait. « Cher Jim, je suis désolé de te faire ça, mais il y a quelqu'un qui a besoin de moi. J'ai reçu un appel aujourd'hui. C'est le genre d'appel auquel il faut répondre quand il arrive. Je suis désolé d'être parti sans prévenir, et je sais que ce sera difficile pour toi, mais sache que je t'aime plus que la vie elle-même, et que je reviendrai dès que je le pourrai. Je chéris la vie que nous avons établie ensemble et j'espère y revenir quand je le pourrai. Ne t'inquiète pas pour moi, je m'en sortirai. Ta charmante épouse, Marie. » Sur la table du canapé, à côté de la lettre, se trouvait son téléphone portable. J'étais abasourdi et déconcerté. J'ai continué à lire ce que j'avais lu dans cette lettre étrange. Elle disait que quelqu'un avait besoin d'elle, qui pouvait être si important et ne pas vouloir me dire qui il était. C'est alors que la peur s'est emparée de moi. Où était-elle allée? Comment pouvait-elle être si importante qu'elle ne pouvait pas me dire où elle allait? Comment a-t-elle pu laisser son téléphone derrière elle? Quand pourrait-elle me contacter? Ce n'était pas le genre de message qu'une épouse écrit à son conjoint lorsqu'elle prévoit de rentrer tard dans la soirée. La panique s'est transformée en peur, et la peur en colère. Comment diable a-t-elle pu faire cela? Elle s'enfuit sans expliquer clairement pourquoi ni où elle va. Des pensées plus sombres se sont immiscées dans mon esprit. Comment a-t-elle pu oublier son téléphone portable? Et puis une deuxième question, pourquoi a-t-elle laissé son téléphone portable? J'ai relu sa note, et la deuxième fois, elle ne m'a rien appris de plus que la première. Quelqu'un a besoin de moi. J'ai reçu un appel aujourd'hui. C'est le genre d'appel auquel il faut répondre quand il arrive. Pour qui se prend-elle? Elle n'est pas un agent secret, ni un super espion, ni un neurochirurgien pour les dirigeants du monde libre. Où diable est ma femme? J'admets qu'à ce moment-là, ma colère n'était qu'un masque pour mon anxiété. Je m'inquiétais pour elle. Où qu'elle soit, j'étais persuadé qu'elle aurait besoin de mon aide. Je voulais aller la voir, mais où était-elle passée? Je voulais entendre sa voix et savoir qu'elle allait bien, mais je n'avais aucun moyen de la joindre. Je suis resté assise là, à relire sa note. Le dîner est resté froid et, à la tombée du jour, j'ai finalement décidé de passer des coups de fil. J'ai appelé sa sœur, nos amis et, enfin, nos enfants. Personne ne savait rien ou ne voulait me le dire. Le pire, c'est que j'ai fini par effrayer nos enfants. J'ai essayé de les convaincre que rien de grave ne s'était produit, mais je n'ai pas fait un très bon travail. J'ai raccroché en leur promettant de les tenir au courant. Maintenant, j'étais encore plus énervé et je lui reprochais d'avoir fait peur à nos enfants, alors que j'avais ma part de responsabilité dans cette erreur. J'ai relu la note, j'apprécie la vie que nous avons établie ensemble et j'espère y revenir quand je le pourrai. Ce ne sont pas les mots de quelqu'un qui sera de retour à la maison dans quelques heures ou même quelques jours. Maintenant, j'avais vraiment peur. Même si je me disais que j'exagérais, j'ai contacté l'hôpital. Elle n'était pas là. J'ai téléphoné à la police, mais on m'a dit que je ne pouvais pas faire de déclaration de disparition avant que 48 heures se soient écoulées, à moins que je ne signale la disparition d'un enfant. J'ai envisagé de mentir,
mais comment pouvais-je leur dire que je voulais signaler la disparition d'un « enfant » qui mesurait 1,80 m avec des cheveux châtains et qui pouvait facilement passer pour avoir 38 ans, même si elle en avait 49. Je les ai remerciés et j'ai raccroché. Finalement, j'ai essayé de manger quelque chose, mais je n'avais pas faim. J'ai mis la nourriture que j'avais achetée dans le réfrigérateur et j'ai attendu dans le salon faiblement éclairé, en espérant qu'elle reviendrait. Elle n'est pas revenue. Je suis monté à l'étage un peu après 2 heures du matin et j'ai dormi profondément. Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, je me suis étiré et j'ai constaté que son côté du lit était froid et vide. Tout m'est revenu en mémoire et je suis resté là, à me demander ce que je devais faire. J'ai contacté le bureau et j'ai indiqué que je ne viendrais pas. Mon absence était si inhabituelle qu'elle semblait générer de l'anxiété, et avant même que je m'en rende compte, mon téléphone sonnait avec des collègues qui me demandaient si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose, s'ils pouvaient faire quelque chose, et ce qu'ils devaient faire à propos de certains dossiers. Honnêtement, le fait de les aider un peu m'a fait l'effet d'un nettoyage et, pendant un petit moment, m'a permis d'oublier mes angoisses. J'ai appelé son bureau, mais on m'a dit qu'elle avait appelé et pris un jour de congé. Je ne pensais pas qu'il me cachait quoi que ce soit, même si, pendant un certain temps, je les soupçonnais, mais avec le temps, j'ai été de plus en plus persuadé qu'ils étaient aussi dans l'ignorance que moi. J'ai visité son bureau à plusieurs reprises, espérant qu'un entretien en tête-à-tête serait plus instructif, mais il ne savait rien de plus que ce que je savais déjà, c'est-à-dire pratiquement rien. Elle est partie le mardi, mais je n'ai remarqué son absence que tard dans la soirée. Les policiers avaient besoin de 48 heures avant que je puisse faire une déclaration. Le vendredi matin, je me suis donc rendu au poste de police pour signaler sa disparition. Je leur ai remis son mot et ils m'ont demandé si elle avait déjà fait quelque chose de ce genre auparavant. Crier après la police n'est pas une bonne idée, mais à ce moment-là, je n'étais pas dans le meilleur état d'esprit. Ils ont menacé de m'inculper si je ne me calmais pas, alors je me suis efforcé de m'asseoir avant qu'ils ne concluent que j'étais un suspect à la tête brûlée. Ils ont rempli le formulaire, puis ils ont dit, dans la plupart des cas comme celui-ci, la femme s'enfuit avec son petit ami. Vous le saurez probablement dans quelques jours quand on vous signifiera les papiers du divorce. Jamais de ma vie je n'avais eu autant envie de frapper un policier. Au lieu de cela, j'ai murmuré « merci pour rien » et je suis parti. Voilà pour leur credo, protéger et servir. Je suis rentré chez moi et me suis enfoncé dans un fauteuil, déchiré par la tension. N'ayant rien de mieux à faire, j'ai commencé à contacter des amis et des parents, mais cette fois, j'ai eu la sagesse de ne pas appeler les enfants. Ils m'ont contacté et j'ai dû leur dire que je ne savais toujours rien, mais que j'étais sûr que leur mère allait bien. Elle est bien informée, compétente, et j'étais convaincu qu'elle avait tout sous contrôle. En d'autres termes, je mentais à mes enfants. Un père ne devrait jamais mentir à ses enfants, mais je n'avais rien à leur dire, rien de bon ou de mauvais, à part le fait que leur mère n'était toujours pas là. Comment avoir ce genre de conversation avec ses enfants, qui ont toutes les raisons d'être inquiets au sujet de leur mère? Les appels que j'ai passés à mes amis et à ma famille le mardi soir ont provoqué une vague d'appels vers moi le mercredi. Au début, ils ont commencé tranquillement, avec des phrases du genre « je prends juste des nouvelles », mais jeudi, le ton est devenu de plus en plus inquiétant. Tout le monde voulait savoir ce que je faisais pour trouver Marie, et vendredi, certains l'appel avaient pris une tournure de colère évidente. Bien que personne ne l'ait dit explicitement, le malaise cédait progressivement la place aux accusations. Si les appels du vendredi étaient terribles, les visites du samedi étaient insupportables. J'ai été bombardé de visites, d'amis et de membres de la famille qui venaient voir comment j'allais. Ils commençaient toujours par des mots de soutien, mais très vite les questions fusaient. Y a-t-il eu des problèmes entre vous deux? Vous êtes-vous disputés? Était-elle malheureuse? Ce qui m'a fait craquer, c'est lorsque sa mère m'a demandé, vous êtes sûr de ne pas savoir où elle est? J'ai craqué. Pour la première fois depuis que nous nous connaissons, j'ai crié sur ma belle-mère. Quel genre de conneries racontes-tu, Margaret? Tu m'accuses de quelque chose. Tu crois vraiment que je mentirais à ce sujet? Non, non, Jim, bien sûr que non, a-t-elle répondu, hésitante. Crache le morceau, Margaret, lui ai-je ordonné. Elle m'a regardé dans les yeux, son regard était fort et inoubliable. C'est juste que, elle n'a jamais rien fait de tel auparavant. J'ai réprimé ma colère et, de la voix la plus calme que j'ai pu trouver, j'ai répondu, tu crois que je ne le sais pas? À ce moment-là, elle tremblait visiblement. Son mari a tenté de désamorcer la situation. Jim, nous savons que vous faites tout ce que vous pouvez. Pourriez-vous nous dire ce que vous savez? Nous pourrions peut-être trouver une solution ensemble. J'ai acquiescé et, après quelques instants de silence, je leur ai dit tout ce que je savais, ou plutôt, tout ce que je ne savais pas. Je leur ai montré la note, et ils étaient aussi déconcertés et troublés que moi. Les accusations à peine voilées se sont évanouies,
et nous avons passé l'heure suivante à verser des larmes, en essayant de trouver une raison possible au retrait soudain de Marie. Mais nous n'avions rien. Henry et Margaret ont attendu jusqu'au déjeuner, tandis que je préparais un repas simple pour nous trois, c'est du moins ce que je pensais. Apparemment, nos amis avaient d'autres idées, car il y avait un flot continu d'individus à la porte d'entrée. Certains apportaient de la nourriture, d'autres de l'alcool, et tous voulaient savoir ce qui s'était passé et ce que je savais. À un moment donné, j'ai arrêté de raconter l'histoire. C'est alors que Margaret et Henry sont intervenus. À leur décharge, je ne me sentais plus coupable et ils m'ont félicité d'avoir été un mari attentif. Je savais qu'au fond, tout le monde avait encore des soupçons, mais au moins, j'avais l'impression d'avoir retrouvé un peu de soutien. J'ai été absolument bouleversé lorsque les uns après les autres, les sympathisants se sont assis avec moi pour me faire part de leur inquiétude. J'ai conseillé à chacun de contacter la police s'il pensait à quelque chose qui pourrait aider. Secrètement, je pensais que quelqu'un savait quelque chose qu'il ne me disait pas, et j'espérais que cette information parviendrait aux autorités, même si je ne l'apprendrais jamais. Pour autant que je sache, personne ne savait rien, et à part quelques personnes qui ont appelé la police pour demander s'ils avaient des pistes, il ne s'est rien passé pendant plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé jusqu'à exactement 2 semaines plus tard. La police avait le permis de conduire de ma femme ainsi que la marque et le modèle de sa voiture, et elle l'a ajouté à sa liste de surveillance en cas d'éventuel vol de voiture. Lorsque je disais, j'espère qu'ils trouveront sa voiture, et peut-être qu'ils la trouveront, les gens se regardaient les uns les autres, comme si je n'avais pas compris. Mais je comprenais. Je savais ce qu'ils pensaient, elle s'est enfuie et il y a de fortes chances qu'elle ne veuille pas rentrer à la maison, même s'ils la retrouvent. J'ai essayé de retourner au travail, mais je n'ai servi à rien. Tout le monde m'a dit de rentrer chez moi, ce que j'ai fait, pour y être tout aussi inutile. Au début, je suis resté assis à passer des coups de fil. Ensuite, j'ai parcouru la région à la recherche de sa voiture. Je suis même passé devant les maisons de ses amis, me demandant s'ils l'hébergeaient, bien que je ne puisse concevoir pourquoi. Jour après jour, je me suis inquiété, j'ai passé des appels, je me suis déplacé en voiture et j'ai harcelé la police, mais je n'ai rien obtenu. Dans un moment de désespoir, j'ai demandé à mon avocat ce que je devais faire. Il m'a mis en contact avec un détective privé. Officiellement, les flics ont affirmé que c'était mon droit. Officieusement, je pouvais voir qu'ils n'aimaient pas ça. Ils m'ont dit que les détectives privés interféraient généralement avec les enquêtes officielles. J'ai donc demandé, qu'avez-vous jusqu'à présent? Ils n'avaient rien. Je les ai donc informés, dans ce que l'on peut respectueusement appeler un langage direct, que je ne pensais pas qu'un enquêteur privé pouvait les empêcher de trouver quoi que ce soit. Cela ne leur a pas plu, mais ils n'ont pas pu discuter. Le détective privé était cher, et il est revenu avec exactement ce que les flics avaient, rien. 2 semaines après la disparition de Marie, je continuais à faire les mêmes choses, passer des coups de fil, me déplacer en voiture et regarder les nouvelles. Mais j'ai aussi commencé à scruter les médias sociaux de Marie, les activités de sa carte de crédit et nos comptes bancaires. Il n'y avait rien sur la carte, jusqu'à 2 semaines plus tard. De l'argent avait été retiré d'un distributeur automatique de billets situé dans une ville distante de 200 km. J'ai immédiatement contacté la police et l'ai informé. Cela a attiré leur attention. Au bout d'une demi-heure, 2 inspecteurs se sont présentés à ma porte et les soupçons ont recommencé. Finalement, je les ai regardés dans les yeux et, d'une voix aussi calme que possible, mais qui, rétrospectivement, n'était qu'à un pas de la rage, j'ai répondu, non, je ne suis pas allé là-bas et je n'ai pas utilisé cette carte. Je suis resté en ville pendant tout ce temps, j'ai téléphoné à des gens, j'ai circulé, j'ai cherché sa voiture et j'ai fait bien plus que vous tous. Maintenant que vous avez une piste, arrêtez de vous asseoir et poursuivez-la. Ils ne m'aimaient décidément pas beaucoup, et je m'en moquais. Après une demi-heure de réconfort et d'accusations voilées, ils ont fini par partir. À leur décharge, ils ont contacté la police de cette ville et lui ont transmis les informations concernant Marie et sa voiture. 2 jours plus tard, sa voiture a été retrouvée sur le parking d'un hôpital. La police locale m'a contacté et m'a dit, ne faites rien, laissez-nous nous en occuper. J'ai répondu, bien sûr, et je me suis rendu sur place. Un peu plus de 3 heures plus tard, je me suis garé sur ce parking. Il m'a fallu environ 2 minutes pour trouver sa voiture, mais j'ai eu l'impression que cela avait duré 2 heures. J'ai également observé 2 hommes en costume assis dans une voiture, qui criaient pratiquement « flic ». Je me suis donc garé et j'ai marché jusqu'à eux. Je suppose qu'ils m'attendaient. Je leur ai montré mon permis de conduire et leur ai dit « montrez-moi vos badges ». Ils se sont regardés, apparemment contrariés, mais ont fait ce que je leur demandais. Je me suis agenouillé et je leur ai demandé de me dire ce qu'ils savaient. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils avaient trouvé la voiture et que personne ne s'en était approché depuis leur arrivée.
Lorsque j'ai répondu que j'allais demander des nouvelles de ma femme, ils m'ont informé qu'ils avaient déjà demandé. Je les ai remerciés avec autant de fausse sincérité que possible et leur ai dit que j'allais quand même le faire. Mon stress montait rapidement et je n'étais pas là pour me faire des amis à la réception de l'hôpital. Ils ne connaissaient pas le nom de ma femme et n'avaient aucune information sur la voiture garée à l'extérieur, j'ai donc choisi de participer à la planque. Je n'avais rien à cacher et tout à gagner, j'ai donc proposé de m'asseoir sur la banquette arrière de leur voiture. Cela aurait pu être la première fois que je surprenais la police depuis le début de cette affaire, mais ils ont accepté et je me suis joint à eux. Au cours de l'heure qui a suivi, nous avons discuté et je leur ai brièvement fait part du peu que je savais. Lorsque leur service s'est terminé et qu'il était temps pour eux de partir, ils ont accepté que je garde un œil sur la voiture. Cependant, ils ont été très clairs sur un point, si quelqu'un arrivait à la voiture, qu'il sorte de l'hôpital ou qu'il s'y rende en voiture, je ne devais pas intervenir. Appelez-nous et dites-nous que la voiture est en mouvement. N'essayez pas de la suivre. Ne faites rien d'autre que de nous appeler. C'est compris? J'ai acquiescé. Ils ont continué, rappelez-vous qu'il y a une petite chance que votre femme soit avec eux et qu'ils nous mènent à elle. Mais il y a plus de chances qu'ils aient simplement acheté la voiture à quelqu'un et qu'ils ne sachent rien. Cependant, ils pourraient nous aider à retrouver la personne qui leur a vendu la voiture. Il est très important que vous ne fassiez rien. Vous comprenez? Pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai vraiment compris et j'ai accepté. Je suis retourné à ma voiture et, pendant les 3 heures qui ont suivi, je suis resté accroupi sur le siège, à observer l'automobile de Marie. La seule fois où j'ai quitté mon poste, c'était pour aller aux toilettes, la pause la plus rapide de l'histoire. Je suis entré et sorti de l'hôpital si rapidement que j'étais encore en train de remonter ma braguette lorsque j'ai traversé le hall. 1 heure plus tard, j'ai remarqué une femme qui s'approchait de la voiture et mon cœur s'est arrêté. J'ai essayé de reprendre mon souffle. C'est Marie. Elle a déverrouillé la portière de la voiture, on a sorti un petit quelque chose, l'a refermée et est repartie en direction de l'hôpital. Je l'ai suivie en gardant mes distances. Quelque chose me disait que si elle savait que j'étais là, nous n'arriverions jamais à la vérité. Lorsque nous sommes entrés dans l'hôpital, je suis resté à une vingtaine de mètres derrière elle. Je l'ai regardée monter dans l'ascenseur, qui s'est arrêté au 3e étage. Je n'ai pas tardé à jeter un coup d'œil à l'intérieur d'une chambre et je l'ai aperçue assise au chevet d'un homme. Il semblait endormi ou inconscient, et elle lui tenait la main. Je me suis raclé la gorge et, lorsqu'elle s'est retournée et m'a vu dans l'embrasure de la porte, ma chère et merveilleuse épouse s'est évanouie. J'étais en colère et perplexe, mais j'ai appelé une infirmière qui s'est occupée d'elle jusqu'à ce qu'elle revienne à elle. Pendant ce temps, j'ai étudié l'homme dans le lit. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas un ami ou un parent, juste un homme. Mais il était clair que pour Marie, il était plus important que son mariage, plus important que sa famille, et apparemment plus important que moi. Un mystère a été résolu, et bientôt un autre est apparu. Pendant que l'infirmière sortait Marie du sol, j'ai profité de l'occasion pour appeler les détectives locaux et leur faire savoir que ma femme avait été découverte. Ils nous ont dit de rester là et qu'ils allaient arriver, je leur ai donc donné le numéro de la chambre. La vie commençait à devenir extrêmement fascinante, et tandis que je fixais l'homme sur le lit, j'ai ressenti un frisson froid dans mon cœur, là où se trouvait l'effroi. Lorsque Marie est revenue à elle, elle était pratiquement hystérique, secouant la tête tandis que je lui posais calmement et froidement des questions. « Pourquoi, Marie? Qui est cet homme? Pourquoi es-tu partie comme ça? Pourquoi ne nous as-tu pas dit où tu étais? Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu allais bien? Marie, qu'est-ce qui se passe, pour l'amour de Dieu? » Plusieurs fois, elle semblait prête à répondre, mais elle baissait la tête et se remettait à pleurer. Je suis resté là, à attendre, à poser des questions et à me demander quand les enquêteurs allaient arriver. Lorsqu'ils sont arrivés, je me suis écarté pour les laisser prendre le relais, mais ils m'ont rapidement demandé de quitter la pièce. L'un d'eux m'a accompagné à l'extérieur et m'a posé une douzaine de questions. Je me suis contenté de lui dire la vérité, j'ai vu Marie s'approcher de la voiture, je l'ai suivie, puis je l'ai confrontée dans la chambre d'hôpital. Confronter n'était peut-être pas le meilleur choix de mots, et j'ai passé les 5 minutes suivantes à l'assurer que je ne l'avais pas blessé. Lorsqu'il a appris que l'infirmière l'avait trouvé allongée sur le sol, les questions ont pris une tournure plus sérieuse. Pendant ce temps, son compagnon parlait avec Marie. Avec le temps, je crois que je les ai convaincus que je n'avais pas fait de mal à ma femme, ou peut-être que c'est elle qui en a fait. Peut-être que c'est elle qui l'a fait. Je ne sais pas. Il voulait que je parte, alors j'ai crié dans la pièce, « Marie, si je sors d'ici, je divorce. » Tu me comprends? Cela l'a rendue à nouveau hystérique et elle m'a supplié de ne pas partir. J'ai immédiatement regardé l'inspecteur dans les yeux et je lui ai dit, « Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas obtenu de réponse. » Finalement,
j'ai été autorisé à retourner dans la pièce. Aussi gentiment et calmement que possible, j'ai commencé à poser à Marie les questions qui me brûlaient les lèvres. Marie n'a fourni que des réponses vagues et partielles. C'était son petit ami du lycée, son premier amour. Il était mourant et n'avait personne. Entre ces phrases, il y avait de nombreuses pages de non-dits, mais tout ce que je pouvais faire était de continuer à poser des questions ou à spéculer. Comment avez-vous pu vivre ici pendant 2 semaines sans utiliser votre carte? Elle est restée silencieuse un long moment avant de répondre, je suis resté chez lui. Vous savez donc où il habite, bien sûr. Et vous avez une clé. Elle acquiesce en silence. Depuis combien de temps as-tu la clé de sa maison? Elle haussa les épaules, regardant le sol. Je savais que dès que je lançais une accusation, je risquais la damnation s'il s'avérait que j'avais tort. Mais 2 semaines, c'est plus qu'un homme ne devrait avoir à attendre des réponses dans l'obscurité. Combien de temps, Marie? Elle n'a pas répondu. Depuis combien de temps cette liaison dure-t-elle? Elle n'a pas répondu à la question, pas plus qu'elle n'a nié l'accusation. Dans ces moments-là, l'esprit se tait. Plus tard, on aura le temps de poser d'autres questions et de ressentir d'autres douleurs. D'accord, je pense que vous devriez au moins me montrer sa maison. Je veux que vous m'emmeniez à l'endroit où vous avez séjourné. Elle m'a regardé avec effroi, tandis que la panique la gagnait. Finalement, elle a cédé et a acquiescé en silence. Elle a pris son manteau et nous nous sommes dirigés vers ma voiture. Je te conduis, lui dis-je. Et ensuite, je te ramènerai. Elle a semblé étonnée mais a accepté. À ce moment-là, je suppose que les inspecteurs avaient déterminé qu'il s'agissait d'un problème personnel. Avec une dernière recommandation de ne pas faire quelque chose de stupide, ils sont partis. Marie est restée assez silencieuse pendant le trajet, ne parlant que lorsqu'il s'agissait de donner des indications. À un moment donné, elle a murmuré doucement, on m'a dit qu'on pourrait nous demander de dédommager la police pour le temps qu'elle nous a fait perdre. J'ai voulu lui demander qui était ce « nous » dont elle parlait, mais je suis restée muette. Dieu seul sait quel était mon pouls et ma tension artérielle à ce moment-là. Je pouvais à peine le supporter. Alors que nous nous engagions dans la petite allée devant la maison, j'ai compris qu'à l'intérieur, je découvrirais certainement les réponses à toutes mes questions. Marie nous a conduits à l'intérieur de la maison et, en traversant le salon, j'ai immédiatement remarqué une paire de chaussures de ma femme sur le sol, près du canapé. Son écharpe préférée était drapée sur une chaise. J'ai commencé à marcher dans le couloir quand Marie a crié « James, s'il te plaît, n'entre pas là-dedans ». Si les mots d'une femme ont jamais eu l'effet inverse, c'est bien à ce moment-là. Je me suis dirigé vers la chambre principale. Les vêtements de Marie étaient éparpillés sur le lit et la chaise défait, et son maquillage et d'autres accessoires se trouvaient sur la commode. Ce n'est que lorsque j'ai ouvert l'armoire et que j'ai vu des vêtements familiers que mes dernières réserves se sont envolées. Il y avait une robe bleue, sa préférée, mais je savais pertinemment qu'elle était suspendue dans sa garde-robe à la maison. Il s'agissait d'un double. Il y avait aussi de nombreuses paires de chaussures, probablement à sa taille et dans le modèle qu'elle aimait. Il ne s'agissait pas de choses qu'elle avait apportées pour un voyage. C'étaient des choses qu'elle gardait ici. Je n'avais plus aucun doute et je me suis dit qu'en ouvrant quelques tiroirs, je trouverais sa culotte et d'autres objets intimes. La chambre semblait avoir été aménagée non pas pour une existence quotidienne, mais pour une visite occasionnelle d'une nuit, un repas, une danse, et enfin une intimité suivie d'un sommeil dans les bras de son bien-aimé. Je suis retourné dans le salon, dévasté, et j'ai trouvé Marie assise paisiblement sur le bord d'une chaise, regardant sans but le sol. Alors, y a-t-il quelque chose que tu veuilles me dire? Lui ai-je demandé. Elle s'est contentée de secouer doucement la tête. Combien de temps, Marie? Il est évident qu'il ne s'agit pas d'une relation platonique. Combien de temps? Elle a haussé doucement les épaules, comme si elle ne connaissait pas la réponse, mais il était évident qu'elle la connaissait et qu'elle ne voulait pas la divulguer. Qui est-il pour toi? Elle resta immobile un long moment, puis finit par dire à voix basse, c'était mon premier. Nous étions ensemble quand nous étions à l'école. Je me suis demandé si elle parlait du lycée ou de l'université, mais les deux étaient loin, et j'ai décidé que cela n'avait pas d'importance. Depuis combien de temps le vois-tu dans mon dos? Cette question l'a fait tressaillir, mais elle n'a pas pu le nier. Elle a essayé de le contester, elle voulait que ce soit faux, mais nous savions tous les deux que ce n'était pas le cas. Nous avons repris contact il y a environ 7 ans. Au début, c'était juste des déjeuners, puis des dîners. Un soir, alors que tu n'étais pas en ville, nous sommes allés danser. C'était environ 1 an avant que nous. Elle s'est interrompue. Avant que vous ne fassiez l'amour. Elle acquiesce lentement. Donc, tu as couché avec lui dans mon dos pendant 6 ans. Comment as-tu fait? Tu es venu ici ou c'est lui qui est venu chez nous? Cette question a provoqué une réaction immédiate chez Marie. Elle a relevé la tête.
Je ne l'ai jamais amené chez nous. Je te jure que je ne te ferai jamais ça. J'ai acquiescé, sentant la rage monter. Alors, tu peux coucher avec lui, mais tu ne le recevras pas chez nous. Heureuse de savoir qu'il y a une limite que tu ne franchiras pas. Elle se sentait irritée, mais elle ne pouvait rien nier. Après un long silence, elle répondit, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Il ne t'a jamais rien enlevé. Je te jure que c'était juste quelques nuits par an, et je suis toujours resté avec toi pour toujours. C'était un mensonge tout droit sorti du manuel de l'infidèle, et je me suis dit, à quoi bon discuter? Mais il y avait un argument. Il a pris au moins une partie de l'amour que tu prétendais avoir pour moi. Tu as gardé une partie de ton cœur pour lui. À cause de lui, tu m'as menti encore et encore. Tu m'as fait des vœux, mais tu lui as donné une partie de toi que tu disais n'être que pour moi. Ne me dis pas qu'il ne m'a jamais rien pris. Il a tout pris, même si tu ne le penses pas. Marie pleurait, et je me tenais silencieusement à côté d'elle. Je savais tout ce que je devais savoir. J'ai pensé à détruire sa maison, à casser tout ce que je pouvais, mais il ne reviendrait pas ici. Finalement, j'ai abandonné. Allons-y, Marie. Je vais te ramener au chevet de ton amant. J'ai encore pleuré, mais j'avais le cœur brisé et je n'avais plus de réconfort à lui donner. Je l'ai ramenée à l'hôpital et, en sortant de la voiture, elle m'a imploré. James, s'il te plaît, donne-moi un peu plus de temps. Il n'a personne. Je ne peux pas le laisser mourir seul. Je serai bientôt à la maison. La dernière ligne s'est terminée par un sanglot. Je serai bientôt à la maison, et nous pourrons reprendre notre vie ensemble, s'il te plaît. Je t'aime. Je le jure. J'ai acquiescé doucement et je l'ai laissé partir, en l'informant qu'il l'attendait. À ce moment-là, je pense qu'elle avait compris que tout était fini entre nous. J'ai roulé lentement jusqu'à la maison pendant 4 heures, et je ne me souviens de rien. J'étais dévasté. 2 semaines de stress et d'inquiétude, tous ses amis et parents qui me suppliaient de ne pas perdre espoir, et voilà que j'apprenais que pendant tout ce temps, elle avait été avec son petit ami. J'étais épuisé, physiquement et émotionnellement. J'ai à peine réussi à entrer en titubant dans la maison et je me suis laissé tomber dans mon fauteuil préféré. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant le premier appel. C'étaient ses parents, et ils voulaient savoir où j'avais été et si j'avais trouvé quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais parcouru 200 miles sans prévenir personne. J'ai brièvement envisagé d'épargner à Marie le déshonneur, mais j'ai dû épuiser les derniers lambeaux de mon amour pour la dame qui m'avait fait du tort pendant des années. J'ai donc tout raconté à Henry et Margaret. Ils n'ont voulu l'accepter que lorsque j'ai raconté ce que j'avais trouvé chez lui. À ce moment-là, peu importe qu'il me croie ou non, mon mariage était terminé. Je le savais sans avoir besoin d'y penser. C'était un fait qui venait du plus profond de mon esprit, qui brisait mon cœur et me consumait. C'était fini entre Marie et moi. Elle aime un autre homme, et je ne suis pas quelqu'un qui partage. Pire encore, elle a passé des années à me mentir, à se faufiler derrière mon dos et à s'offrir à lui. Ce n'était pas une erreur. C'était une vie de trahison, et nous ne pouvions pas revenir en arrière. J'ai appelé ses amis pour leur faire part de ce qui s'était passé, et je n'ai rien caché. J'ai contenu ma fureur du mieux que j'ai pu, mais je n'ai pas menti pour son bien. Après les avoir utilisés pour m'entraîner, j'ai appelé nos enfants et j'ai essayé de les informer gentiment mais honnêtement que j'avais découvert leur mère et qu'elle était avec son petit ami, qui était en train de mourir dans un lit d'hôpital. Ils ne voulaient pas le croire, alors je leur ai parlé de la maison de ville. Lorsqu'ils m'ont demandé si je pouvais lui pardonner, j'ai répondu, peut-être un jour, mais je ne lui ferai plus jamais confiance. Je me suis excusé auprès d'eux deux, mais je leur ai dit que je divorçais d'avec leur mère. Puis, oubliant qu'ils n'avaient toujours pas de moyen de la contacter, je leur ai demandé de ne rien lui dire. J'ai insisté sur le fait qu'elle avait besoin de tout le temps qu'il lui restait pour être avec lui, et que se dépêcher de rentrer à la maison ne changerait rien. Ils n'étaient pas d'accord avec moi, mais ils ont fini par comprendre. 2 semaines plus tard, il est mort et Marie est rentrée à la maison, mais je n'étais plus là. Une semaine après son retour, elle a reçu les papiers du divorce. Je n'avais pas quitté la ville, ni quitté mon travail, ni ne m'étais caché d'elle. J'avais récemment emménagé dans un appartement jusqu'à ce que je trouve un endroit qui me convienne. Je suis resté assez près de l'ancienne maison pour que les enfants puissent nous rendre visite à tous les deux. Marie a essayé de me faire changer d'avis, et je l'ai laissé faire. Elle venait sur mon lieu de travail ou dans mon appartement, m'implorant de réfléchir à nouveau, mais mon choix était définitif. Elle sanglotait, proférait des menaces, mais rien ne changeait. Cela a duré 6 ans, 6 ans de trahison. Si l'on compte les déjeuners, les dîners et les danses, cela fait 7 ans. En fin de compte, ce n'est pas seulement le sexe, mais aussi le mensonge qui a détruit notre mariage. Lorsque je me suis rendu compte de la facilité avec laquelle elle m'avait menti, en souriant,
j'ai compris qu'elle ne me regardait pas avec la même loyauté que j'avais pour elle. Cela fait 2 ans que le divorce a été prononcé. Je ne me renseigne pas, mais les enfants disent que leur mère va au travail et rentre à la maison. Elle ne sort pas, ou du moins c'est ce que les gens supposent. Je me sens mal qu'elle souffre, mais je ne peux pas l'aider. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si elle pleure la perte de son premier amour ou le mariage qu'elle a trahi. Quant à moi, je ne vais pas très bien non plus. Je n'ai pas guéri, mais l'agonie s'atténue progressivement. Je ne sors pas avec des hommes, mais j'ai commencé à remarquer d'autres femmes et je pense qu'avec le temps, je me remettrai à sortir avec des hommes. La confiance, en revanche, c'est une autre histoire. Je ne fais confiance à personne en dehors d'un contexte professionnel. Je ne comprendrai jamais pourquoi elle m'a trompé, ce qui lui manquait, ce que je ne pouvais pas lui offrir, ou comment elle l'a rationalisé. Je suppose que je pourrais lui demander, mais à quoi bon? C'était sa décision, et d'une certaine manière, elle l'a acceptée. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne parce que je doute qu'il me croie. Même aujourd'hui, je n'ai jamais appris son nom. Il y avait un homme sur son lit de mort et une maison de ville où ma femme jouait au papa et à la maman lorsqu'ils étaient ensemble. Pour moi, c'était suffisant. On ne peut pas se venger d'un mort, et je savais que je ne pourrais pas pardonner à la femme qui m'avait trahi. C'est l'histoire complète. Pas de rebondissement compliqué, pas de vengeance à préparer et pas de solution à la souffrance, si ce n'est le temps. C'est ce qui se passe vraiment lorsqu'un conjoint vous trahit. Il n'y a pas de tuyau d'acier dans les genoux, et personne n'est vendu à un bordel mexicain. Il n'y a que l'angoisse, le doute et le sentiment persistant que, d'une manière ou d'une autre, vous avez échoué.